Colonialisme, génocide, nettoyage ethnique, torture, emprisonnement de masse sans jugement. Tout le monde s'en tape des Palestiniens. Les dirigeants s'en tapent comme de leur première chemise. Et c'est ça un peu la honte. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le gouvernement israélien de continuer son offensive, puisque de toute manière le monde occidental l'a soutenu. Les Palestiniens ne sont qu'un prétexte, si vous voulez, à essayer d'exercer une domination dans ce pays. Les donneurs de leçons occidentaux ont le visage très très sale. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder la nouvelle édition de Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goua, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradicteur et, comme souvent, elle est face à Paul Hellec, analyste politique pour le Média. Au sommaire, Israël et l'Iran sont-ils désormais deux pays en guerre ouverte? 2 semaines après le bombardement meurtrier du consulat iranien à Damas, en Syrie, attribué à l'armée israélienne, Téhéran a réagi dans la nuit de samedi à dimanche dernier via une attaque massive de drones et de missiles dirigés vers le territoire israélien. Une attaque que Téhéran présente comme une punition et qui sera manifestement suivie de représailles. Le Moyen-Orient est-il parti pour une guerre totale? Les grandes puissances, États-Unis en tête, vont-elles se mêler à cette confrontation et faire basculer notre monde dans l'inconnu? On ouvrira le débat. Le spectre des gauches irréconciliables ressurgit-il après l'épisode NUPES? En tout cas, à la faveur des élections européenne, les noms d'oiseaux se multiplient dans cette partie du spectre politique et avec la marginalisation des écolos, c'est à un face-à-face entre socialistes et insoumis qu'on assiste. Mais que deviendra la gauche après le scrutin du 9 juin? On en parlera. Salut Paul, salut Françoise. Salut Théo, salut Paul. Salut. Dans la nuit de samedi à dimanche, la réponse du berger à la bergère est arrivée. L'Iran a fait pleuvoir sur le territoire israélien une nuée de drones et de missiles. Le ciel de Jérusalem illuminé par une pluie de drones et de missiles iraniens. Toute la nuit en Israël, les sirènes d'alerte ont retenti. Téhéran, aidé de ses alliés dans la région, a mis à exécution sa menace. Une attaque sans précédent, la première directe des Iraniens contre l'État hébreu. Réunion immédiate du cabinet de guerre israélien qui se tenait prêt, entrée en action des avions de combat israéliens chargés de détruire les drones et déploiement du dôme de fer plus tard dans la nuit. L'attaque a été en grande partie déjouée, mais a fait un blessé et causé des dégâts à une base aérienne dans le sud d'Israël. Alors, Françoise, Paul, échec militaire ou avertissement volontairement mesuré de Téhéran? Je commence par Françoise. Bon, échec militaire, fiasco total. C'est vrai que quand, bien sûr que Téhéran voulait absolument envoyer un signal, mais secrètement, et pas secrètement d'ailleurs, je pense qu'ils essayaient, ils auraient aimé au moins détruire une ou 2 petites bases aériennes, ça ne s'est pas passé. Surtout, je ne comprends pas vraiment la stratégie de Téhéran dans la mesure où l'Iran, finalement, a non seulement c'est un fiasco militaire, mais en plus de ça, il offre sur un plateau d'argent une forme d'union sacrée. On a assisté à quoi ce week-end? On a assisté finalement au monde arabe qui s'allie à Israël pour défendre le territoire israélien. Moi, j'ai été assez effrayé je me dis, heureusement que le dôme de fer, qui parfois a des ratés, a fonctionné. Parce que quand vous voyez, si vous voulez, les missiles passer au-dessus de la mosquée Al-Aqsa, vous faites quoi si jamais ces missiles ne sont pas arrêtés? C'est pas 1 drone, 2 drones, c'est 10 ou 15. Imaginez que ces drones-là ne soient pas arrêtés et tombent sur la mosquée Al-Aqsa, le lieu, le 3e lieu le plus saint de l'islam, avec en dessous le mur des lamentations. Imaginez qu'ils tombent sur le Saint-Sépulcre. Imaginez, c'est minuscule, Jérusalem, vous connaissez, Paul connaît, on y est tous allés, ça tient dans 1 km². Imaginez que le dôme de fer n'ait pas arrêté ça. Moi, je pense que l'Iran avait un message envoyé avec l'espoir secret que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, on a cette union sacrée. On a vu la Jordanie participer à l'arrêt, à la défense aérienne. On a vu l'Égypte participer à la défense aérienne. Le Maroc qui donne tout son soutien. Donc, on a vu finalement
le monde arabe, en tout cas les grands voisins de l'État hébreu, dire non, si vous voulez, à l'Iran. Ce qui est intéressant dans la question que tu poses, c'est est-ce qu'on va vers une guerre totale? Moi, je pense qu'absolument pas. On ne va pas vers une guerre totale. Tout le monde a l'air de découvrir, si vous voulez, le poteau rose et de découvrir l'eau chaude. La confrontation entre l'Iran et Israël, c'est quelque chose qui dure depuis 30 ans. Quand vous habitez dans le nord d'Israël, eh bien, vous prenez des requêtes du Hezbollah toute la journée, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, avec une intensification depuis le 7 octobre. Par ailleurs, les Iraniens, la différence, c'est que cette fois-ci, ils ont attaqué directement. D'habitude, ils font faire leur proxy. Mais je veux bien, moi, le tir de représailles après la destruction de ce qui n'était pas d'ailleurs un consulat, mais un quartier général militaire. Hein, c'est ce qu'on a l'air de vérifier et pas simplement... dès lors que c'est d'un pays étranger... Écoutez, l'Hezbollah, en 92, attaque l'ambassade d'Israël en Argentine. Hein, il y a je ne sais pas combien de morts. Donc, on ne va pas faire semblant de... Mais c'est pas la même chose qu'un État qui attaque je termine. On ne va pas faire semblant de découvrir, si vous voulez, qu'entre Israël et l'Iran, c'est de toute façon quelque chose d'extrêmement tendu, même si en coulisses, il y a des émissaires entre les deux pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas du tout pour renvoyer dos à dos. En gros, je regardais les communiqués politiques. Israël n'avait pas qu'à commencer. Oui, d'accord, mais enfin bon, tout ça est une escalade. Ce qui est détruit à Damas le 1er avril, c'est quasiment tout l'état-major du corps de la République islamique. Voilà, les brigades Al-Quds, voilà, qui sont responsables de dizaines et de centaines d'actions et d'orchestrations. Donc, quand je reviens à la question que vous posiez initialement, je ne crois pas du tout à une guerre totale. Je pense que Israël a eu un petit gain. L'Iran, c'est un jeu complètement idiot, parce que l'Iran a finalement offert à nouveau à Israël une forme d'union sacrée qu'elle était en train de perdre à cause de Gaza et de Rafah, et qu'elle était en train de perdre à juste titre. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé samedi n'exonère pas ce que doit arrêter de faire l'État hébreu, comment dirais-je, à Rafah. D'ailleurs, Biden, il a été quand même assez clair là-dessus. Il a dit on soutient totalement contre l'Iran, mais il faut s'arrêter à Rafah, pas d'offensive à Rafah. Ça, c'est le premier point. Et si vous voulez, le deuxième point, pour moi, le plus essentiel, c'est en réalité, quand vous regardez la carte du Proche-Orient, vous vous rendez compte que c'est l'Iran qui manipule les proxys, que ce soit les Houthis, que ce soit le Hezbollah, bien sûr, au Liban, et que ce soit, comment dirais-je, le Hamas, dans une moindre mesure, à Gaza. La réalité qu'a montré ce week-end, c'est que la majorité des pays arabes passent des accords avec Israël et veulent, d'une certaine manière, travailler avec l'État hébreu. Donc, je pense que c'est vraiment un échec. Et je pense en plus, je termine juste, Théo, parce qu'il faut être quand même assez clair, je pense qu'on a une vision un peu biaisée de ce qui se passe en Iran. On pense que ce pouvoir est fort, il ne l'est pas. Ce pouvoir ne tient que par, évidemment, la sécurité, les services de renseignement. Ce pouvoir est ébranlé non seulement économiquement, mais également dans sa relation avec sa population. On sent quand même on pense que les manifestations n'ont servi à rien. Pas du tout. La réalité, c'est que le guide suprême, Ali Khamenei, ça semble complètement hors sol. Quand à Damas, le quartier général a été frappé, Khamenei a fait un discours. Tout le monde non, pas du tout. Tout le monde s'attendait à un discours. Il a commencé pendant 10 minutes à expliquer qu'il fallait absolument revoiler les femmes dans la rue. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est très fragile en Iran. Donc, voilà. François s'y a beaucoup parlé. Pardon, Paul. excusez-moi. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu un niveau d'embrasement supplémentaire du fait que l'Iran ait riposté à l'attaque sur son territoire, à savoir le bombardement le 1er avril de... Si, c'est la Syrie. Non, une ambassade n'est pas à son territoire. C'est une ambassade. Et d'ailleurs, c'est un événement qui est effectivement grave. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que l'Iran, je suis d'accord sur le fait que d'un point de vue interne, c'est un régime qui est en difficulté.
rappelle qu'il ne tient que parce qu'il a pratiqué des arrestations massives et des exécutions capitales de personnes qui demandaient des libertés dans ce pays dans la période récente. Et donc, du coup, l'utilisation de la politique internationale et de la projection de la puissance iranienne dans la région a toujours été un moyen d'essayer de donner de la dynamique au pouvoir. C'est un classique dans l'histoire des États. Voilà, absolument. Oui, mais ça n'empêche qu'effectivement, là, l'Iran est un des rares pays dans la région qui a décidé de refuser la stratégie du fait accompli d'Israël, à savoir l'idée que Israël peut violer systématiquement le droit international, bombarder pas un, mais 3 pays souverains depuis le 7 octobre, le Liban, la Syrie et désormais le territoire iranien via cette annexe de l'ambassade, quel que soit le fait qu'effectivement il y avait 7 cibles militaires confirmées sur les 16 personnes décédées et qui étaient effectivement des membres des gardiens de la révolution iranienne, donc si vous voulez, l'espèce d'organisme qui sert de force spéciale dans les opérations extérieures de l'Iran, et qui a formé effectivement, par exemple, le Hezbollah, notamment, il lui a donné un rôle très très fort dans la guerre de Syrie dernièrement. Bref, ce qui s'est passé, c'est donc que l'Iran a répliqué, et ils ont exprimé auprès de l'ONU avoir dit, nous avons répliqué comme le droit nous le permet, à savoir, selon l'article 51 de la charte de l'ONU, on a le droit de répondre à une attaque, mais nous arrêtons là, et nous ne souhaitons pas une guerre généralisée. De fait, les Iraniens n'ont pas les moyens d'une guerre généralisée contre Israël, mais ils ne voulaient pas, de pas répliquer à cette nouvelle escalade. Le problème, c'est que, et c'est pour ça que c'est un problème aussi leur riposte sur le territoire israélien, c'est que on a très bien compris qu'Israël allait répliquer, et à ce jeu des répliques, l'embrasement, encore une fois, le problème, c'est qu'on sait comment ça s'allume, mais on ne sait pas comment ça s'éteint. Donc la situation est extrêmement tendue, je pense, sur place. En sachant qu'il faut rajouter que pendant le week-end, on a du coup parlé que de ça, mais il y a eu aussi des attaques massives des colons contre des Palestiniens en Cisjordanie, dénoncées par l'organisation B'Tselem, l'organisation israélienne, qui a dit depuis un moment, il y avait des attaques, mais là, on en a vu un à un niveau sans précédent, et on continue donc de créer les conditions d'un embrassement généralisé, parce que rien ne s'arrête. Et rien ne s'arrête où ? À Rafah, où les choses sont suspendues. Et sont suspendues à quoi ? À la décision des pompiers pyromanes à la tête de l'État israélien, qui n'ont de cesse de dire « Nous allons continuer de violer le droit international. Nous savons qu'aucune il n'y aura aucune incidence à notre violation du droit international, à nos faits que l'on bombarde d'autres pays, parce que les États-Unis soutiendront. » Et effectivement, vous parlez de l'union sacrée des pays arabes, pas vraiment. Ce sont les pays arabes qui ont été vassalisés, soit par les États-Unis, comme c'est le cas de la Jordanie ou de l'Égypte, ou la Jordanie qui a un traité de paix avec Israël depuis 1994. L'Égypte aussi. Le Maroc. Et oui, l'Égypte, le Maroc, est complètement vassalisée par les États-Unis. Mais que disent les autres pays arabes ? La question, ça n'a jamais été. Les pays arabes ont, en tout cas, leur gouvernement, souvent joué des rôles où ils ont instrumentalisé la cause palestinienne. Il faut le savoir. La question du monde arabe, c'est plutôt le peuple dont on parle. Et le peuple égyptien est très proche du peuple palestinien. Le peuple jordanien l'est encore plus, même par des liens du sang extrêmement évidents. Donc la question, c'est oui, effectivement, la France est intervenue au nom de la Jordanie pour intercepter des drones sur le territoire jordanien. Et c'était leur ciel souverain, et c'était parfaitement leur droit de le faire également. Je ne vois pas en quoi il s'agit d'une union sacrée. Ce n'est pas une nouvelle que les Jordaniens ont abandonné la cause palestinienne depuis leur traité de paix en 1994, en expliquant aux Israéliens qu'ils renonçaient à leurs prétentions territoriales sur les territoires de la Cisjordanie qu'ils ont aussi occupés dans l'histoire. Les Égyptiens également, ils ont un rôle très particulier. Ils ne veulent pas voir arriver des millions de Palestiniens à leur porte, et donc pour l'instant, c'est ça qui est leur obsession réelle, même s'ils accueillent les négociations. Donc, bref, la question c'est, est-ce qu'on va avoir encore des répliques supplémentaires qui peuvent amener un nouveau niveau d'embrassement ? Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de cadre pour régler ça, puisque le cadre du droit ne s'applique pas. Justement, on est arrivé à la transition. Que retenir du comportement et des prises de position des pays voisins et des grandes puissances ? Il a commencé à répondre pour les pays voisins, mais examinons un peu le comportement des grandes puissances, notamment les États-Unis. D'abord, le comportement du monde arabe, je ne suis pas du tout d'accord avec Paul. Je pense que tout le monde veut la paix. Je pense que les États arabes savent très bien ce que ça veut dire. Il y a eu 2 guerres quand même. Non, il y a eu les guerres arabes en 1948, il y a eu la guerre des 6 jours, et après il y a eu la guerre du
du Kippour. Donc je pense qu'au bout d'un moment, même les plus grands guerriers sont épuisés par la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé Sauf avec qu'ils Sadat. veulent faire la paix au détriment des Palestiniens. Je termine. Je parle du lien, comment dirais-je, entre Israël et ses voisins. Et donc le lien avec Israël et ses voisins, d'abord il s'est réglé, il s'est d'abord débattu dans 3 guerres. Les guerres arabes de 48 immédiatement, je redis, la guerre des 6 jours et le Kippour. Le Kippour qui fait qu'en 67, Anwar el-Sadat vient à la Knesset et vient signer un accord de paix. Ok, la Jordanie, c'est pareil. Vous dites ils sont vassalisés. Moi, je pense qu'il y a une réalité qui est qu'à un moment donné, je lisais un excellent papier sur. Par les États-Unis. Je lisais un excellent papier sur l'Arabie Saoudite, sur l'ambivalence ou pas, en tout cas, des dirigeants saoudiens. Il y a aussi une volonté, comment dirais-je, de coopérer. Il y a une volonté de travailler, de créer des liens commerciaux. On ne peut pas vivre dans la guerre en permanence. Là où je suis d'accord, donc je ne pense pas du tout que c'est pas une question de vassalisation des États-Unis, c'est juste une question aussi d'essayer d'avancer ensemble dans cette région avec l'État hébreu. Il y a bien sûr, comment dirais-je, l'Iran qui résiste évidemment, et je le redis, quand vous regardez une carte, tout ce qui est facteur de déstabilisation et de terrorisme pur, tout ça est manipulé par l'Iran. C'est bien mignon de m'expliquer, Paul, que c'est un État souverain. La réalité, c'est que l'Iran, évidemment, utilise toujours ses proxys pour aller semer la mort et le désastre en Israël. Donc c'est assez facile de dire, ah ben nous, on n'y est pour rien, parce que c'est le Hezbollah d'un côté, le Hamas de l'autre, qu'on fait le 7 octobre, et ne pas accepter à un moment donné que vous prenez, comment dirais-je, une requête sur un état-major militaire qui est responsable en grande partie de tout ce que vous subissez depuis des années. Donc cette hypocrisie générale, moi je veux bien que on dise, mais non, ce sont les faits. Je ne dis pas que les proxys iraniens sont voilà, en pleine action dans l'ensemble de la région. On l'a vu. Vous savez qu'un pays est toujours derrière ses proxys, eh bien vous allez à un moment donné décapiter un état-major. Moi ça me fait pas hurler. On ne peut pas se plaindre des conséquences. C'est ça que je dis. C'est qu'aujourd'hui, on nous explique que l'État d'Israël est victime innocente d'une attaque contre son territoire. Personne ne dit ça, que l'Israël est victime d'une attaque innocente. Personne n'est innocent déjà, et personne ne dit ça. De dire que personne ne dit ça. Et par ailleurs, je vous le redis, il faut dissocier, parce que je vais vous rejoindre là-dessus avec des mots probablement plus durs. Tout le monde s'en tape des Palestiniens. Vous avez l'Iran qui prend ce prétexte-là. Ils s'en foutent. Tout le monde, pas tous les peuples, mais les dirigeants. Les dirigeants s'en tapent comme de leur première chemise. Et c'est ça un peu la honte, si vous voulez. C'est-à-dire que là, je rejoins absolument Paul. Il y avait moyen de moyenner, comme on dirait chez moi. Il y avait absolument le moyen d'accompagner. Il y avait absolument le moyen de faire autre chose que ce qui est fait depuis 40 ans. Le monde arabe s'en est complètement lavé les mains. Le monde chiite également. Les Palestiniens ne sont qu'un prétexte, si vous voulez, à essayer d'exercer une domination dans ce pays et dans cette région du monde. C'est insupportable. D'ailleurs, je pense qu'il faut envisager dans les années qui viennent, si on sort de cet enfer de Rafah, de Gaza, comment on reconstruit Gaza, comment on met en place les conditions véritablement. Il faudra qu'à ce moment-là, le monde arabe véritablement s'engage, ce qu'il n'a jamais fait. Bon, c'est peut-être ceux qui ont détruit Gaza qui devront bien sûr, les Israéliens vont payer aussi. De toute façon, la Cour suprême israélienne les condamnera et condamnera ça, comme souvent ça arrive. Ça me paraît tout à fait évident. Par ailleurs, sur la riposte, moi, je ne crois pas à une escalade. Je pense surtout que ce qui est en train de se passer, c'est que s'il y a représailles, c'est comme ça que je le vois. Je lisais une analyse d'Aretz ce week-end. La représaille devrait plutôt être utile. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une représaille utile dans les yeux du cabinet militaire? C'est une représaille qui arrive à mettre, en tout cas, à enclencher la chute du régime de Téhéran. Voilà, comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Téhéran ne tient que par la force, que par ses services de renseignement, la population... Mais on n'a pas parlé des réactions internationales. Les réactions internationales, donc je pense que s'il y a représailles, ce sera pour cibler ce qui fait tenir le régime. En réalité, pas forcément, mais c'est-à-dire les services de sécurité, c'est-à-dire la police, et par ailleurs, je veux bien que Israël puisse tout, mais en tout cas, là, pour le moment, ils ne peuvent rien, parce que je rappelle quand même techniquement que pour aller faire des représailles au niveau où ils veulent les faire, on ne va pas comme ça à 1500 km, on ne vole pas
pas jusqu'à Téhéran sans avoir l'aide d'un couloir d'aviation américain, sans avoir l'aide de Ewoks, sans avoir l'aide... Et l'autorisation des pays qu'il faut traverser. Oui, puis plus que ça. Donc, quand en 82, on a bombardé avec Osirak, je veux dire, ils ont eu besoin de rien et tout le monde était bien content que les Israéliens fassent le sale boulot, à commencer par la France. Mais je dis par là que les Israéliens peuvent bien rouler la caisse. La réalité, c'est que si les États-Unis disent pas go, il y aura rien. Et est-ce qu'ils diront go? Non, je crois qu'ils ne diront absolument pas go. Ils diront go uniquement si c'est une opération qui peut aller jusqu'à la chute du régime. C'est-à-dire si on tape ce qui fait que le régime tient aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément les installations nucléaires. C'est plutôt la sécurité, c'est plutôt la police, c'est plutôt tout ce qui fait que ce régime tient par rapport à sa population qui est prête à un changement de régime. Mais les changements de régime ces dernières années... Oui, enfin, moi, je n'ai rien dit, mais je ne veux rien dire. Si vous savez, comme la gauche iranienne, on va pas revenir sur le désastre et l'aveuglement de la gauche européenne, occidentale et iranienne sur l'ayatollah Khomeini. Regardez où nous en sommes avec cet aveuglement général que nous avons tous eu et que moi-même, si j'avais eu l'âge, j'aurais eu également à l'époque, en pensant que ça y est, tout était arrivé, que c'était extraordinaire et comment Khomeini a finalement trahi absolument tout le monde. Il a trahi personne, c'est que nous n'avions pas les yeux pour voir, nous, particulièrement la gauche, à commencer par les grands intellectuels comme Jean-Paul Sartre. Mais je reviens sur les réactions. Je trouve que Biden est assez... Moi, je trouve assez clair, Biden. C'est-à-dire qu'en gros, il dit non, pas d'escalade, et ça ne vous exonère pas de ce qui se passe à Rafah, non pas Rafah. C'est pas mal. Mais justement, là, vu qu'ils ont été en soutien, Paul, que les États-Unis ont été en soutien aux Israéliens, est-ce que, s'ils en ont la volonté, parce que ce n'est pas sûr, est-ce qu'ils ont aujourd'hui des moyens de faire plier Netanyahou sur Gaza, sur Rafah, et puis sur le processus de paix? Parce que Netanyahou, clairement, tous les propos qu'on entend de ce bord-là, c'est non, en fait, on va détruire Gaza, on va détruire. Enfin, c'est plutôt nihiliste que constructif. Il faut se méfier des propos des dirigeants du Proche-Orient, qu'ils soient israéliens ou arabes. Attention, il y a aussi une part de théâtralité. On ne peut juger très que par rapport à ce qu'ils disent. Non, mais ce qui est une réalité, il n'y a pas d'offensive. Ce qui est une réalité, c'est que Joe Biden a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas une réplique israélienne massive qui amènerait à un conflit généralisé parce qu'il ne souhaite pas s'engager dans un conflit de cette ampleur dans la région et que de toute manière ce serait impossible. Encore une fois, s'il y a une guerre de proxy dans sa région depuis effectivement plusieurs décennies, on n'a même pas parlé de la guerre du Yémen, mais on pourrait parler de tous les théâtres d'affrontement, la fin de la guerre en Syrie et les affrontements par groupe, ça continue entre certains pays de la région, au Soudan, enfin bref. En gros, il ne veut pas, il n'y a pas les moyens de ça, parce qu'en plus l'Iran, c'est pas une petite puissance, en fait, c'est une puissance quand même importante dans la région, donc il pourrait soutenir, je suis d'accord, un ciblage des installations militaires iraniennes que l'armée israélienne a déjà frappé à plusieurs reprises dans les dernières décennies également. Mais est-ce que de là donc ça devrait entre guillemets stabiliser la chose, mais rien n'est sûr parce qu'encore une fois, je ne pense qu'il faut effectivement pas faire confiance à la rationalité des dirigeants à la tête de l'État israélien en ce moment. Et sur Rafah, on a bien vu que il y a eu un temps de pause un peu imposé, mais qui était lié au fait qu'il s'attendait à l'attaque de l'Iran, puisque l'Iran avait dit qu'il répliquerait, que c'était le 1er avril, que ça a pris 8 jours. Maintenant que c'est plus le cas, maintenant qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de continuation d'attaque iranienne, la possibilité de retourner vers un plan d'intervention à Rafah est véritable, parce que Netanyahou a très bien exprimé qu'ils le feront jusqu'au bout et que politiquement, comment voulez-vous qu'ils justifient sa fuite en avant guerrière, le massacre régulier de population, toujours au nom de cet objectif de suppression du Hamas, qui est un objectif qu'il n'est incapable de pouvoir mener à bout sans massacrer des dizaines de milliers de personnes supplémentaires à Rafah. Donc je crois que rien n'est dit pour Rafah et que le problème réside toujours dans c'est vraiment toujours la même source, la même origine du problème. C'est que nous avons un seul système pour essayer de réglementer les rapports entre États souverains, les rapports qui sont généralement violents entre différents États, et c'est le droit international. Et à partir du moment où finalement l'État d'Israël l'a violé en permanence, même lorsque l'ONU et le Conseil de sécurité votent un appel au cessez-le-feu immédiat, qu'est-ce qui pourrait empêcher le gouvernement israélien de continuer son offensive, puisque de toute manière, le monde occidental l'a soutenu dans cette stratégie, encore une fois, du fait accompli qui a imposé aux yeux du monde des massacres quotidiens jusqu'à ce qu'on voit bien que
l'Occident allait laisser continuer l'État d'Israël avoir cette situation sui generis dans la région qui lui permet de ne rien respecter. De droit international, il ne faut pas que rien en parlant respecter, de on a droit l'impression, international, je suis quand même frappé par un argument que d'ailleurs j'ai souvent entendu de ta bouche, François, sur le fait que effectivement d'un côté il y a une théocratie, une dictature, et de l'autre côté il y a une démocratie, alors qu'il me semble que pour juger le comportement international des acteurs, il faut les juger au regard non pas du droit interne et de leur politique interne, mais du droit international. Et au droit, comment dire, en ce qui concerne le droit international, Israël n'est pas du tout un pays qui respecte le droit international. Mais qui respecte le droit international? Il y a plein de pays, la majeure. Non, mais la majeure partie du monde, la majeure partie des pays du monde respectent le droit international, respectent plus ou moins, en tout cas. Mais Israël ne respecte pas le droit international. À un moment donné, depuis le 7. Non, mais écoutez. Non, depuis 1948. Oui, sa création, oui. Écoutez, bien sûr. On ne va pas recommencer sur cette discussion. Stratégie du fait accompli. À chaque fois qu'ils font quelque chose, s'ils ne sont pas condamnés, c'est pas grave. On continue. Essayons d'élever un peu la discussion sur les concepts. Non, je parle vraiment des concepts. Mais vous ne l'élevez pas, vous le rabaissez. Non, je ne le rabaisse pas. Non, ce que je veux dire. Bien sûr que si, vous êtes en train de faire de l'Iran un bon élève et d'Israël le mauvais élève de la Terre. On ne peut pas dire que l'Iran respecte le droit international dans la mesure où la stratégie de l'Iran, c'est des centrifugeuses nucléaires. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai pas dit que l'Iran respectait le droit international. Non, je ne l'ai pas dit du tout. Pas du tout, je ne mets pas en parallèle. Ce que je conteste, c'est la ligne de séparation dictature, démocratie en ce qui concerne le comportement international, parce que l'histoire nous montre que les pays, disons, les plus agressifs et les plus nuisibles d'un point de vue international sont à la fois des dictatures et des démocraties, et les États qui le sont moins sont à la fois des dictatures et des démocraties. Moi, je ne pense pas qu'Israël est nuisible, vous pensez qu'Israël est nuisible. D'un point de vue international. Non, absolument pas. Effectivement, 35 000 morts, ça n'est pas nuisible pour les Palestiniens. 5 millions qui vivent sous sa dictature, 8 000 qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre sans forme de procès, les tortures, ça n'est pas nuisible. C'est acceptable. On peut continuer ad vitam aeternam, je vais tout vous mettre sur le paquet, je vais vous mettre le 7 octobre. C'est insupportable. Non, mais justement, allons au-delà. Vous n'êtes pas sioniste. Ok, allons au-delà. Je vais au-delà. La question, est-ce que finalement, cette opposition démocratie-dictature, est-ce qu'elle est féconde pour faire avancer le débat? Et surtout, est-ce qu'elle n'est pas fondamentalement néoconservatrice? Parce que vu d'ailleurs, étant donné que votre Sud global, mais le Sud global est majoritaire. Mais peut-être que le Sud global est majoritaire. Est-ce que moi je suis d'accord pour qu'on change l'ordre du monde? Est-ce que vous avez envie de vous mettre dans les mains de l'Iran, de la Russie, de la Chine? Non, mais sérieusement. Non, mais je n'ai pas envie non plus. Non, je ne pense pas que les Palestiniens ont envie de se mettre sous la coupe des Américains, que les Ivoiriens ont envie de se mettre sous la coupe des Français. Est-ce que ce débat, je veux dire, il y a aussi. Soyons assez aimables. Est-ce que ce débat, pardon Paul, excuse-moi. Est-ce que ce débat on l'a eu quand la coalition internationale bombarde Raqqa? Ça fait des milliers de morts. Oui, on l'a eu ce débat. Vous l'avez jamais eu ce débat? Il n'y a pas eu un communiqué de la France insoumise là-dessus parce que ça intéresse personne, parce qu'évidemment l'État hébreu n'est pas dedans. Mais je m'en fous. Le sujet est quand même là. Vous avez les mêmes arguments que la France. T'as les mêmes arguments que la France insoumise, Théo. C'est-à-dire, on met sur le même pied et on ferait c'est même. Grave, hein. Mais non, mais vous êtes grave. En fait, vous mettez sur le même pied Israël qui a subi la pire. Moi, je veux bien m'exprimer, mais j'ai pas eu le temps, donc je veux bien. Moi, je pense qu'effectivement, le droit implique que l'on n'est pas jugé pour qui on l'est, mais pour ce que l'on fait. Et le principe du droit, c'est qu'on doit juger tout le monde. Quand il y a des... Tu juges les Américains, du coup, avec l'Irak? Mais bien sûr que oui. Ah oui, alors... Bien sûr que moi je vais soutenir le fait que les États-Unis ont le droit de massacrer des milliers de personnes parce qu'en se déclarant démocratie, ils externalisent à l'extérieur de leurs frontières leur puissance de mort. Non, pas moi. Moi, ce que je dis justement, c'est que le droit doit s'appliquer en fonction de ce que l'on fait et pas ce que l'on est, qui l'on est, mais... il doit surtout s'appliquer à tout le monde. Quand il y a des sanctions, moi, je les soutiens tout le temps lorsqu'elles ne s'appliquent pas contre les peuples, mais contre les responsables. Je pense qu'il faut sanctionner les responsables du régime iranien. Je pense qu'il faut sanctionner Bachar el-Assad et qu'il soit jugé devant la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre quand il a massacré des trucs. Je pense qu'il faut sanctionner Poutine. Mais je pense qu'il faut également sanctionner l'État d'Israël. Et c'est ça le point du problème. Pourquoi on nous dit que c'est une obsession avec l'État hébreu? Mais c'est qu'en fait, si le droit ne s'applique pas aux démocraties, qui derrière le vernis moral du mot démocratie cache les mots de colonialisme, génocide, nettoyage ethnique, torture, emprisonnement de masse sans jugement. Alors effectivement, le vernis moral de la démocratie craque et on voit quoi? On voit un monde froid entre des régimes qui n'ont rien à envier
les uns aux autres, parce que l'un externalise sa puissance de mort aux frontières, l'autre le fait également sur son peuple, ce qui en fait tous des régimes détestables. Mais c'est ça le problème, c'est que quelle armature peut nous sortir de ça? Normalement, ça devrait être l'ONU. Mais pour que l'ONU fonctionne, il faut que le droit s'applique à tout le monde. Et systématiquement, les grandes puissances de ce monde, le monde occidental, drapé dans ces espèces de faux semblants humanistes, applique et commet des crimes de guerre. Donc il n'y a plus de boussole. Donc effectivement, on en arrive à une confrontation des puissances pure. Et qu'est-ce qui se passe? Qui peut faire l'arbitre moral? Qui peut venir maintenant justement c'est une pression, ça peut être que la pression, tu sais très bien. Une voie progressiste. C'est très difficile parce que les donneurs de leçons occidentaux ont le visage très très sale et qu'ils s'adressent à d'autres régimes qui sont également des régimes problématiques. Mais quand on t'écoute, il n'y a aucune différence. Tu mets sur le même niveau. Mais c'est dingue de mettre sur le même niveau les théocraties, de mettre l'Iran, de mettre la Russie sur le même niveau qu'Israël. Israël. Non, écoutez. Israël est une dictature pour 5 millions de personnes. 5 millions de personnes. Mais toi, tu penses blocus illégal pendant 16 ans. Ils ont massacré les Palestiniens tous les 4 ans avec des bombardements. Là, ils sont en train de massacrer 35 000 personnes. Mais c'est pas grave parce que c'est l'État d'Israël. Si c'est pas grave, il faut condamner d'une phrase et puis on demande ensuite aux Palestiniens de mourir en silence. C'est ça la réalité. Je finirai sur une phrase et après je m'arrête. Je suis pas d'accord du tout avec ça. J'en ai marre de ce discours-là. Je le dis avec les mots de Paul Nizan. Nous rejetons toute mythologie humaniste qui parle d'un homme abstrait et qui néglige les conditions réelles de son existence. Et les conditions réelles de l'existence de l'homme en Palestine. Les conditions réelles de l'existence des Israéliens depuis des années, tu négliges ce qui s'est passé en Israël. En violation du droit international, en occupant. Mais moi, j'ai condamné les attaques parce que j'ai dit ce sont des crimes de guerre. Il faut qu'ils soient condamnés, il faut même qu'ils soient jugés. Tu vois, tu fais des nuances. Et là, il est là. Les crimes contre l'humanité, ça sera déterminé par la Cour. Et si c'est le cas, je condamnerai de la même manière que je l'ai condamné les colons en Cisjordanie. Ça me gêne pas qu'ils prennent des millions de dollars et qu'ils aillent même au trou parce que je considère que c'est du viol international, mais c'est pas un viol de l'État. C'est un viol de citoyen. Dans les faits, ils sont impunis. Dans les faits, ils sont impunis. C'est pas un viol de l'État, c'est pas l'État israélien qui occupe la Cisjordanie. Non, je parle des colons. Non, mais après. Et qui sont bien entendu soutenus par les Méditerranéens. Mais bien sûr que les. Qui a encore légalisé des territoires il y a 2 semaines? C'est l'État d'Israël. C'est l'État colonial israélien depuis le départ. Oui, c'est un problème. Tu ne peux pas faire dire l'État colonial d'Israël, dit le gouvernement Netanyahou, d'extrémistes et d'extrême droite. Israël n'a pas été. Ça fait 25 ans que le peuple israélien vote pour des gouvernements qui sont tous pour la colonisation de la Cisjordanie. Mais c'est pas vrai. Tu connais rien à la société civile israélienne. Ça n'est pas vrai. Tu sais très bien que ces résultats-là sont des résultats du système politique épouvantable qu'est la proportionnelle. Enfin. On va avancer sur ce débat, mais en tout cas, à titre personnel, étant donné mon histoire personnelle, j'ai toujours du mal avec cela parce que c'est sous la Ve République, c'est-à-dire la République actuelle, que la France a tué des centaines de milliers de personnes au Cameroun. Et c'était mon peuple au Cameroun. Et donc, ça veut dire qu'une démocratie ne l'est jamais en dehors de ses frontières. Elle ne l'est même pas dans son empire, à plus forte raison dans des pays qui n'en font pas partie. Mais qu'est-ce que tu proposes? Ce que je veux dire, c'est que le droit international, déjà le respect par l'ensemble le droit des pays international, c'est-à-dire le droit international que tout le monde a accepté, devrait pas être interprété de manière plus... Mais déjà, vous commencez pas par accepter le droit international. 48 créations de l'État d'Israël, déjà, vous ne l'acceptez pas. Donc, vous ne pouvez pas... Non, moi, mais Théo, tu ne peux pas faire des leçons épaules de droit international et avec notre copain qui était là il y a 3 semaines. En 2024... En 1948, l'ONU coloniale, la moitié des pays sont... C'est que les puissances coloniales. Tu mets toujours des bémols, surtout... Mais bien sûr, l'ONU... Mais regardez la tête de l'ONU en 48, ce sont les puissances coloniales. La moitié des moyens des pays ne sont même pas reconnus comme État. Ils sont des colonies en 1948. C'est comme notre copain qui m'explique qu'il y avait combien... Mais si... Ok, plan de partition, 800 000 personnes. Vous n'acceptez même pas. Vous n'acceptez même pas le droit international du point de départ. Vous ne venez pas me donner des leçons sur le droit international. En refoulant 800 000 personnes, en faisant la Nakba, c'est un gros processus de nettoyage ethnique. Respecte le droit international. Les gens ont le droit de partir ou de rester. Il y en a beaucoup qui sont restés. Ils avaient aussi, selon le droit international, le droit de retour. Et ils sont restés. Excuse-moi, ils sont restés. T'as combien d'Arabes israéliens en Israël? Écoute, arrête ce cinéma. Arrêtez ce cinéma. Pour évoquer un autre champ de bataille, est-ce que ce réchauffement moyen-oriental va encore plus reléguer l'Ukraine en dessous de la pile des urgences pour les États-Unis et peut-être pour l'Europe?
J'en sais rien. En tout cas, il faut aider l'Ukraine. Hein. Je pense que le paquet d'argent, je ne sais plus combien c'est exactement, qui est bloqué au Congrès par Donald Trump, enfin, en réalité par les Républicains, est un vrai désastre. Oui, je pense qu'à un moment donné, l'Ukraine va être, comment dirais-je, il ne faut pas que le conflit au Proche-Orient s'éternise, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, ça c'est vrai. Le conflit, en tout cas avec l'Iran, hein, parce que la question de Rafah, moi je la mets à part, on ne la mélange pas. Je pense que la question de Rafah... je ne suis pas sûr que l'armée israélienne fasse une offensive à la fin sur Rafah, parce qu'il y a les mots, et puis après, il y a les pressions qui sont autres que la pression du droit international, il y a les pressions politiques, il y a la pression américaine. Donc voilà. Sur l'Ukraine, il est temps de se bouger, parce que qu'est-ce qui va nous arriver? Non, mais on s'est déjà posé la question autour de cette table. Que fait-on si le front ukrainien, qui ne cesse de reculer, s'effondre? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait si Vladimir Poutine considère qu'il a gagné la guerre, si Vladimir Poutine prend Odessa, s'il commence à passer à voler, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais moi, j'ai un sujet existentiel avec ça. Peut-être que justement, il faudrait changer de paradigme et essayer de mener, malgré le rapport de force, un processus de paix avant que la guerre donne la victoire totale au camp. Tu mènes un processus de paix? Moi, je le souhaiterais, mais de fait, là, les dernières semaines ont vu surtout des offensives russes pour taper les infrastructures en Ukraine. Donc, le sort de l'Ukraine, il va être aussi beaucoup lié, je pense, le problème à l'élection présidentielle américaine. C'est ça. C'est-à-dire que si c'est Trump qui est élu, la façon dont il a eu un discours qui a fait grincer des dents ses alliés de l'OTAN, hein, sur vous payez ou vous mettez à 2% du PIB votre budget ou sinon vous êtes dehors, fait qu'on sent la tentation, encore une fois, chez Donald Trump, d'avoir cette espèce de forme d'isolationnisme, un retour de l'isolationnisme américain qui est, sur des bases de nationalisme, hein, qui flatte son électorat, quoi, en disant c'est bon, on en a fait des guerres, celle-là, elle vaut pas le coup d'être. Et effectivement, à ce moment-là, si les États-Unis se désengagent, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de faire passer les paquets de soutien militaire, l'Europe va devoir se poser des questions sur, en tout cas, ce qui s'y passe. Moi, encore une fois, je suis pour, au maximum, ne pas arriver à des escalades guerrières. Et de ce que j'ai compris, de ce que disent les analystes, c'est qu'à minima, la question, c'est là, une guerre qui va se transformer en guerre de position, avec l'idée que l'Ukraine doit rétablir son arsenal pour au moins tenir face au front russe, parce que l'Ukraine ne peut pas tomber. Voilà, c'est ça qui est l'enjeu des années. Moi, je ne sais pas ce qui va s'y passer, mais ça se joue entre le rôle que jouera ou non les États-Unis et la capacité des Européens à maintenir l'Ukraine à flot en termes de munitions, ce qui a été proposé déjà. La seule question, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait des provocations supplémentaires avec des propositions, des provocations du type de ce que Macron a déjà exprimé, ou des moments où, sur cette question-là, on veut montrer des muscles pour des choses sur lesquelles on n'a pas les moyens. Il faut faire très attention. Je rejoins vachement Paul là-dessus, parce qu'on passe quand même notre vie à donner des leçons, comme toujours les Français sur la question de l'Ukraine. On est quand même les gens qui donnent le moins. Il paraît que ça dépend des manières de calculer. Ça dépend, bien sûr. Après, on s'arrange avec les chiffres, mais la réalité, c'est aussi pour ça, une des brouilles qu'on a avec les Allemands, elle vient de là, parce que nous, on les accuse de ne pas vouloir donner leur Taurus, mais la réalité, c'est que la chose nous répond, ok, mais commencez d'abord à cracher au bassinet autant que nous. Faites autant que nous. Les Américains, c'est colossal ce qu'ils ont déjà donné, je ne sais plus en termes de milliards, ils ont déjà donné énormément à l'Ukraine. La France, si vous voulez, comme toujours, on roule la caisse, c'est vraiment une maladie française et on pourra tous être d'accord là-dessus. Moi, je me souviens, les négociations internationales, lesquelles on était, la délégation arrivée, les délégations disaient, voilà les Français, tu vois, mais avec un air un peu découragé, quoi, de cette espèce d'arrogance que nous avons en permanence. Commençons déjà par faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire donner beaucoup plus d'argent, oui, bien sûr, dégager plus d'argent, dégager plus encore de matériel et ne pas se masquer derrière des mots de communication. Là, j'ai vu Macron, maintenant on est en économie de guerre, là, d'un seul coup, tu parles, il y a une usine d'armement en France, sérieusement. Et heureusement, d'ailleurs. Ça veut dire on va fabriquer une usine... Non, mais ça veut dire qu'heureusement, c'est que nous, moi, je veux bien qu'on refasse de la post-théotiration. J'entends toute la droite et l'extrême droite glapir contre Laurent Fabius
qui parlait des dividendes de la paix. Mais oui, heureusement que pendant 25 ans et 30 ans, on a pensé effectivement que le désarmement était quelque chose de En même temps, naturel. la France est quand même le deuxième exportateur Non, mais- mondial. Non, mais Non, ce qui mais se passe, je- c'est que la défense française est quand même basée sur Non, la mais parce que dissuasion toi, nucléaire. Non, tu parles pas je te parle des Ouais. munitions et des fusils. Voilà, ok. Bien sûr, nous, on est très fort, si tu veux, sur Mais le c'est parce que- mais nucléaire. c'est parce que la Technologie de défense pointe. française, elle est principalement la question de la dissuasion nucléaire, C'est et que ça. si on regarde l'état des suis troupes, d'accord c'est-à-dire avec toi. d'un point de vue objectif, hein, Oui. la France ne peut pas envoyer un corps expéditionnaire de beaucoup de gens à l'extérieur comme ça aujourd'hui. 60 000, on a 60 000 oui, mais sauf- de l'active, mais on peut mais pas, qui bien serait sûr. capable d'être Bon, déployé dissuasion beaucoup. nucléaire et Non, mais- aussi présence en Afrique. Non, mais hein. exactement, c'est ce que je veux dire, c'est que la France, elle est déjà sur un certain nombre de fronts qui, par ailleurs, ne sont pas, comment dire, on a bien vu que les opérations militaires en Afrique, elles ont Au été Sahel. au Sahel, elles ont, comment dire, rencontré des difficultés, pour dire le moins, hein, expulsé de certains pays, etc. On voit Bien bien sûr. que là, l'armée française, elle n'est pas prête pour des offensives. Voilà, donc ça, c'est une question, encore une fois, il va falloir voir dans le champ politique. Moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est que lorsque l'on a transformé des rapports de force militaires en des batailles d'ego, en des batailles politiques internes entre organisations, c'est ça qui est dangereux. C'est que Mais après, ensuite ça les se mots. transforme. L'histoire nous dit toujours qu'à la fin, à un moment donné, ça se Bien transforme. sûr. Qu'à la fin, il y a un processus. Je parlais tout à l'heure d'Israël et de ses voisins. Il y a un moment donné, il y a un épuisement de la guerre. Il y a comment dirais-je, il y a une fatigue générale de la guerre. Quand vous faites la guerre pendant 25 ans, non mais quand je parle, je dis pas, c'est pas naïf, c'est quelque chose d'extrêmement psychologique et d'extrêmement puissant. C'est qu'à un moment donné, l'impasse de la guerre amène. Il y a aussi une culture de la guerre, Ouais, malheureusement. mais amène les peuples finalement à faire la paix. Je prends l'exemple de la Jordanie, je prends l'exemple le plus flagrant, c'est celui de l'Égypte avec Anouel Reza. Il y a un moment donné l'épuisement, et puis prenons bien sûr Rabin et Arafat. On peut dire ce qu'on veut de cette poignée de main de 93, mais elle a le mérite d'exister. C'est deux grands guerriers. Arafat, le mec qui arrive à la tribune de l'ONU avec son flingue, deux icônes, et Rabin, général en chef, vraiment le couteau entre les dents tout le temps. Ces deux-là, finalement, se serrent la main. Donc, moi, je rejoins Paul sur l'idée de la faiblesse de l'armée, mais en même temps de la force de l'armée française aussi, et de sa puissance de dissuasion. La réalité, on a fait les chiffres, là, on regardait les chiffres l'autre jour avec des amis. La France seule, c'est 60 000 hommes, donc évidemment, comme dit Paul, pas du tout projetables dans leur ensemble. Mais voilà. Par contre, si l'Europe est groupée, c'est 4 fois l'armée de la Russie. Donc, on va faire quoi si Trump nous largue et dans le face-à-face avec Poutine? Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à une défense européenne, vraiment? Ça, moi, je crois pas. Évoquons T'y crois pas? évoquons désormais la France et ses élections européennes. Je vous lis le titre d'un article récent du Monde: européenne entre LFI et le PS, la campagne consacre le retour des deux gauches. Est-ce que vous faites la même analyse? Ouais, alors oui, bien sûr, je la fais parce que on voit bien que la social-démocratie veut réémerger, que il y a une grande partie de l'électorat de gauche qui veut sortir, si vous voulez, presque de l'obligation Mélenchon. Il y a quelque chose qui s'est brisé en fait, vraiment le 7 octobre. Alors moi, les gauches irréconciliables, je pense qu'elles ne le sont pas. Elles le sont juste depuis le 7 octobre sur cette question-là, et finalement qui a généré une vision globale du monde, une compréhension du monde qui effectivement n'est probablement pas la même chez LFI que dans la social-démocratie. Je ne sais pas si elles sont irréconciliables. En tout cas, je sais que Jean-Luc Mélenchon est à la fois une véritable icône pour une partie de la gauche, mais une partie quand même assez mince, 8 à 10%, que tout ce qu'il a gagné Comment tu au-dessus- calcules les 8 à 10%? Parce que ça correspond au front de gauche. C'est-à-dire que tout ce qui je calcule sur la base Le front de gauche, ça date quand même. non, je calcule sur la De base de 2012. je vais finir, je Mm. calcule, tu me poses une question, je te réponds, je calcule sur la base de la présidentielle et du premier tour. Qui est allé voter Mélenchon? C'est absolument pas des mélenchonistes. La majorité, les 10-12% qui font qu'il arrive à 22%, sont pas des gens qui adhèrent à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. Ce sont des gens qui viennent pour le vote utile, mais pas simplement, qui viennent aussi pour le grand élan de ce qu'ils portent socialement, etc. On voit bien que 50 ou 60% de ces électeurs qui ont fait quasiment le succès du second tour de Jean-Luc Mélenchon ont reflué depuis le 7 octobre. Où est-ce qu'ils vont? Eh bien sûr, ils
vont chez Raphaël Glucksmann. Mais ils vont surtout dans l'abstention. Non, ils vont chez Glucksmann, on le voit. Moi, je vois toutes les ventilations. Mais quand tu comptes les abstentionnistes. Oui, bien sûr. Après, c'est autre chose. L'abstention, il faut faire des moyennes. Mais dès que tu comptes l'abstentionniste, la majorité. Non, mais je veux dire par là que la gauche a besoin de tourner la page Mélenchon. Il y a une grande partie de l'électorat de gauche qui dit tournons la page Mélenchon, de la même manière que tu as une immense partie de l'électorat frontiste qui commence très tranquillement à se dire tournons la page Marine Le Pen. Donc moi, ce que je vois, c'est que ces européennes vont être une énorme recomposition, un peu injuste d'ailleurs, parce que ça sera très symbolique, même si Glucksmann fait 13%, ça ne sont que des européennes, et je ne vois pas Raphaël Glucksmann candidat à la présidentielle pour la gauche unie en 2027, pas du tout. Je vois plutôt des gens comme Ruffin, et tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, symboliquement, 8% de Manon Aubry ou 10%, ça sera attribué la défaite, bien sûr, à Jean-Luc Mélenchon, mais il s'est lui-même mis dans la seringue en faisant de ces européennes, lors du meeting de lancement, le premier tour de la présidentielle de 2027. Donc, symboliquement, ça va être très important. La gauche est en train de se dire, avec les bons sondages, en tout cas de Glucksmann, qu'elle peut exister, que la social-démocratie peut revenir et exister sans Jean-Luc Mélenchon, sans son aile la plus radicale. Je pense que je pense que les Verts, ce qui m'effraie le plus, au-delà de la bisbille et du frontal LFI, j'ai l'impression de revenir au congrès de Tours. Ils s'effondrent, les Verts. Les Verts s'effondrent. Et ça, c'est pour moi, c'est justement, les Verts s'effondrent, les communistes sont inexistants. Et là, il y a un face-à-face entre un PS qui est surgonflé par une élection où très peu de gens participent. Non, c'est pas du tout ça. Moi, quand tu vois même si, un peu. Non, mais moi, j'étudie vraiment tous les sondages. Je fais que ça. Hein. Donc, je vois bien ce qui est en train de nourrir Glucksmann. Raphaël Glucksmann, il a 3 sources pour se nourrir. Il a les électeurs de Macron. Il commence à arriver 20-25% d'électeurs de Macron de gauche qui sont vraiment de centre-gauche. De centre-gauche, qui sont vraiment remontés sur l'immigration, qui sont vraiment remontés sur l'assurance chômage, etc., sur la réforme, sur le côté de plus en plus droitier, et puis surtout le côté complètement brouillé, en fait, d'Emmanuel Macron. Donc, il prend du LFI beaucoup, il prend 30 à 32% des électeurs du premier tour de la présidentielle. Qui ont décidé de voter pour les européennes. Non, c'est simplement ces électeurs. Oui, ces électeurs-là, c'est la social-démocratie qui a gonflé le score. Oui, mais les 32%, non, mais Théophile, il faut juste admettre que Jean-Luc Mélenchon pèse pas 22% de la gauche française. Ça n'est pas vrai. C'est le momentum de l'élection présidentielle. Dans ces 22%, tu as des gens comme moi, de la social-démocratie. Donc la deuxième source, c'est ça, et la troisième source. La troisième source, c'est les Verts. Donc on voit bien qu'il y a une partie, 10, 15%, 20% même de l'électorat de Jadot qui va sur Glucksmann. Donc il récupère ça. Mais est-ce que donc en fait, en gros, ce que tu décris, c'est le PS d'avant. Donc c'est un retour. Je ne sais pas si c'est le PS. Je crois pas du tout je pense pas du tout que Glucksmann égale Hollande et Cazeneuve, pas du tout. Ouais, mais en tout cas, la sociologie dont tu parles, c'est un peu de Macron, un peu de Mélenchon et un peu des C'est-à-dire que Verts. tout le monde rentre à la maison. Quoi. Non, mais voilà. Effectivement, on peut remarquer que les anciens cadres de la Hollandie voient d'un très bon œil cette candidature Glucksmann. Et c'est marrant, c'est peut-être pour ça que cette candidature est un mirage utile, c'est qu'elle est vue par différentes personnes que quelque chose de radicalement différent. Les vieux de la Hollandie, ils voient enfin un parti socialiste qui renoue vers une stratégie anti-NUPES. C'était leur obsession à ce moment de l'accord, et ils descendent, ils descendent pour la défendre pour cette raison, parce qu'ils veulent tirer cet agenda-là. Je ne pense pas qu'ils fassent de bien à Glucksmann en étant trop dans la campagne. Pardon. En attendant, c'est comme ça qu'ils le présentent. Fort, lui, il avait besoin aussi de quelqu'un qui puisse prendre au cas où une claque, mais pas en son nom. C'est vraiment la meilleure position pour lui. Raphaël Glucksmann est une personnalité identifiée. S'il fait un bon score, tant mieux pour eux, puisqu'ils n'ont rien à perdre. Je vous rappelle qu'ils ont fait un score ridicule la dernière fois. Et puis voilà, si ça marche, tant mieux pour eux. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas véritablement une percée incroyable. Si on regarde, si par exemple Raphaël Glucksmann était amené à faire 13%, ce ne serait que le deuxième moins bon score de l'histoire pour les partis socialistes aux élections européennes. T'as vu d'où on vient aussi non, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que la question pour eux, c'est de retrouver un point de contact avec déjà une base incompressible qu'ils avaient touchée. Ils étaient tellement bas, mais ils ne pouvaient pas descendre vraiment beaucoup plus bas. C'est quand même le Parti socialiste, une sédimentation historique qui a plus de 100 ans comme courant, le courant socialiste, des implantations partout, des réseaux associatifs, qui est en train de mourir, à mon avis, parce que son option politique n'est pas connectée à la période, mais qui a quand même des atouts. Deuxièmement, il y a une recomposition, effectivement, du bloc social-démocrate. Les Verts et le Parti socialiste, pour cette élection, savent que c'est leur électorat massivement qui vote le plus et qui se sont attachés à dire on va
aller rassembler cet électorat social-démocrate. Et dans la bataille, les Verts ont perdu, tout simplement. Hein, si on regarde, c'est vraiment un vase communicant à l'intérieur de ce que l'espace qu'auraient pu prendre les Verts. Qui fait effectivement partie d'un espace plutôt CSP+, un peu averse au conflit, qui a voté utile, dans les villes, mais qui peut être aussi très urbain et assez privilégié. Et que, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, le Parti socialiste essaye de montrer que s'il y a événement aux européennes, c'est-à-dire s'ils sont les premiers à gauche, ça veut dire quelque chose pour la suite à gauche. Et c'est là où je pense qu'ils font une erreur terrible. C'est que dans un contexte où, effectivement, 53% de l'électorat de la France insoumise ne se déplace pas, dans un contexte où il y a des rapports de classe très particuliers qui expriment dans le scrutin, puisque effectivement les riches votent beaucoup plus et les gens privilégiés, les gens diplômés, etc. Ça n'implique rien quant à la recomposition de la gauche plus tard. La dernière fois, qu'est-ce qui se passe? Les Verts ont fait un super score. Et pourtant, ils avaient gagné seulement 200 000 voix par rapport à leur super score de 2009 lors de la création d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, ces mêmes Verts qui ont fait un super score à 13% la dernière fois, ils ont fait Yannick Jadot, c'est-à-dire une stratégie politique qui ne correspondait pas aux attentes du peuple de gauche et qui n'a servi à rien. Les Partis socialistes, la dernière fois, ils ont fait un score misérable, et puis ils sont entêtés avec la candidature Hidalgo, et pareil, leur proposition ne correspondait pas à ce qu'étaient les attentes à gauche. Et donc voilà. Simplement, le problème, c'est que c'est toujours un peu lassant d'avoir ce truc de... il y a des gens qui partent, ils brisent la coalition, parce que la seule et unique raison pour briser la NUPES, pour les Verts et les Partis socialistes, c'est qu'ils voulaient se refaire après avoir eu accès à un groupe à l'Assemblée nationale. Et là, ils se sont dit, c'est l'occasion. Et puis, on ne sera jamais mis devant nos responsabilités. On ne sera jamais responsable de la désunion, parce que dès lors qu'on fera un bon score ou un score à plus de 10% aux européennes, on pourra dire ensuite à la campagne présidentielle, alliance des PS et des écologistes contre la France insoumise, c'est la France insoumise qui divise. Ça, c'est la stratégie qu'ils essayent vraiment de mettre en avant depuis. C'est un pari sur l'avenir. Moi, je ne crois pas à sa possibilité de survivre, mais les gens décideront par le vote. On analysera, on a le temps d'analyser tout cela. Ça, merci on a de la marge. Françoise, merci Paul. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Sans langue de bois. Restez branchés sur le canal 350 de la Freebox. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous offrir un petit pouce levé. Votre média dépend entièrement des abonnements et des dons de ceux qui, comme vous, le regardent et l'apprécient. Si vous le pouvez, soutenez-nous en visitant lemediatv.fr/soutien. Pour ma part, je vous dis à plus.